On se lève cette fois-ci. Chers téléspectateurs de la télévision web Alléluia Monde TV, bonjour, Alléluia, coucou spécial chez vous, soyez les bienvenus dans votre émission Entretien. Et entretien spécial, aujourd'hui nous recevons pour vous un grand sociologue, oui, un grand sociologue, il est comme d'habitude un ami de tous les jours, un invité de tous les jours, Monsieur Kossi Afandina, il est sociologue de formation. Soyez les bienvenus encore une fois. Nous allons parler aujourd'hui de la célébration de la date 1er mai. Oui, d'où vient la date 1er mai? Voilà, soyez les bienvenus encore une fois. Monsieur Kossi Afandina, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Pouvez-vous vous présenter encore comme d'habitude? Je me nomme Afandina Kossi, sociologue de formation. Je suis aussi dans le système éducatif togolais. Merci beaucoup. Vous êtes aussi dans le système éducatif togolais. Nous passons par ce canal pour saluer tout le corps enseignant. Partout où vous êtes, que le bon Dieu soit demeure avec vous. Et on s'approche vraiment vers la fin d'année. Et il faut que Dieu fasse tout et tout pour que nos enfants, nos élèves réussissent à leurs différents examens. Merci beaucoup, Monsieur Kossi Afandina. Je vous en prie. Monsieur Kossi Afandina, d'où vient la date du 1er mai? Le 1er mai, fête des travailleurs. On nous a appris depuis la nuit des temps que le travail libère l'homme. Le travail est loin de nous, l'ennui, le vice et le besoin. Pour remonter à l'histoire du 1er mai, nous allons remonter à l'histoire de l'apparition des usines. Nous allons remonter jusqu'à la révolution industrielle pour parler vraiment du 1er mai. Donc, si vous le permettez, je vais prendre le départ. Sans souci. Ok. En fait, parler du 1er mai, c'est à ce moment où les usines ont fait leur apparition. Je peux dire, au départ, c'était en Europe. Ça a été les États-Unis dans l'évolution. Donc, les moyens de production étaient pour les patrons. Et les simples citoyens allaient vendre leur force physique. Donc, dans l'évolution des choses, les ouvriers ont constaté que ça n'allait pas. On les épuisait, on les tuait à petit feu, juste pour des miettes. Ça ne marchait pas. On ne les payait pas comme cela se doit. Et ils sont obligés de travailler plus de 12 heures de temps par jour. Plus de 12 heures de temps par jour. Plus de 12 heures de temps par jour. Leurs conditions de vie étaient très misérables. Et dans tout ça là, c'est les patrons qui représentaient en d'autres termes aussi l'État. Donc, le patron étant confondu avec l'État, eux, ils n'avaient plus de droit. Ils n'avaient aucun droit. Oui. Donc, dans ce système, dans l'évolution des choses, le socialisme et le communisme vont faire apparition et aider à une culture des travailleurs et aider à une évolution mentale des travailleurs pour arriver à cette fête que nous appelons aujourd'hui 1er mai, fête des travailleurs, autrement dit journée internationale des travailleurs ou bien journée de manifestation et de réclamation du travail. Donc dans l'évolution des choses, le socialisme a beaucoup joué. À un moment, dans les années, je peux dire en 1848, avec la célèbre formule prolétaire de tous les pays, unissez-vous, de Karl Marx et d'Engels, le manifeste du Parti communiste. En fait, c'était que le résumé de cet ouvrage qu'on simplifiait par prolétaire de tous les pays, unissez-vous. C'est à partir de ce moment que les travailleurs vont commencer par prendre conscience que vraiment, ils ont aussi droit à certaines conditions. Ils ont aussi droit à une bonne vie. Donc, à partir de cette situation, ça va évoluer dans le temps. La première internationale socialiste va avoir lieu en septembre 1864.
Et dans cette première internationale, on va parler de l'Association internationale des travailleurs. L'Association internationale des travailleurs. Oui. Qui a été créée par qui? Je peux dire que c'est un regroupement des socialistes communistes qui ont créé cette association. Juste, ça a eu lieu à Londres pour permettre aux ouvriers, en fait, en ce moment c'était plus le terme ouvrier qui était en vogue, pour permettre aux ouvriers de se regrouper dans des décisions. Donc cette première association a eu lieu à Londres le 28 septembre 1864. Il y a eu de grands sociologues, toujours comme les Karl Marx, les Engels et ainsi de suite. Donc cette première association a mis sur pied cette association internationale des travailleurs pour les aider à se cultiver et à chercher leur bien-être. Ça va avancer. Ça va avancer. Déjà quand les gens sont unis, ils sont regroupés, ça voudrait dire qu'il y a un travail qui va commencer. Voilà, il y a une force là-bas. Ça va évoluer jusqu'en 1884. C'est en 1884 que vraiment ces travailleurs regroupés vont commencer par organiser des manifestations pour leur libération ou bien pour demander le plus possible un travail de 8 heures par jour, un repos, c'est-à-dire un sommeil de 8 heures par jour et 8 heures de plaisir par jour. 50-50. Oui. C'est le principe des 8 heures, Oui. 8 heures de travail, 8 heures de de sommeil et 8 heures de plaisir. Okay. Mais dans les années de 84 à 86, ils ne se sont pas aussi manifestés, ils ont pris le temps de communiquer autour de l'événement. Qu'est-ce qu'ils ont organisé? Une grève. Donc à partir du 1er mai 86, ils ont programmé en bonne et due forme une grève. Mais pourquoi le 1er mai? En fait, c'est la question là qui revient un peu plus ou moins. Voilà. Pourquoi choisir le 1er mai pour leur grève? Ils ont choisi le 1er mai parce que dans le temps, le 1er mai était la date fixée par les usines pour faire leur bilan. Le bilan. Oui. Le bilan annuel. Voilà, la comptabilité. Voilà. Donc, ce faisant, ils se sont dit, oui, faire la grève le jour-là, va bloquer les activités et va faire appel, va retentir dans le monde entier et va appeler les consciences à réfléchir sur le C'est comme ça que le 1er mai 1886, la grève va commencer. Cette grève s'est plus fait ressentir aux États-Unis. Aux États-Unis, à Chicago, jusqu'en Pennsylvanie, on a plus ressenti cette grève. Cette grève. Oui. Parce que c'est là où c'était vraiment instauré les grandes usines. Ils ont boycotté vraiment le travail. Et le comble, c'est qu'il y a eu des décès. Ah bon? Oui. Il y a eu des martyrs par rapport à cette fête de 1er mai aux États-Unis dans l'année 86 là. Du côté des forces de l'ordre que du côté des organisateurs. Et il y a eu même des condamnations, les 4 courants, à partir du 4 mai comme ça, il y a eu des condamnations au moins 5 activistes de cette grève. On les a condamnés parce qu'ils ont organisé cette grève pour la libération du monde des travailleurs. Donc, en grosso modo, c'est de cette manière qu'est déclenché le 1er mai. Parce que instaurer une grève sur le 1er mai à Chicago, cette grève a été sanglante à un moment donné. On a condamné des travailleurs pour ça, juste parce qu'ils réclamaient un droit de travail auprès des patrons. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça a évolué dans le temps jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, notre frère, notre sociologue de formation, M. Kossi Afandina. Merci beaucoup encore une fois, chers téléspectateurs. Vous avez vu à peu près l'histoire, la jeunesse de la date du 1er mai, la fête des travailleurs, la journée internationale des travailleurs. Et vous avez vu un peu, vous avez un peu écouté la jeunesse de cette date. Monsieur Kossi Afandina, selon vous aujourd'hui, est-ce que cette grève que nos aïeux ont fait, est-ce qu'aujourd'hui ça a porté des fruits?
Aujourd'hui, nous allons travailler 8 heures de temps par jour. C'est déjà un plus, c'est beaucoup parce que des gens ont versé leur 100%. Et là, je dois préciser aussi que le 1er mai a évolué dans le temps, dans son sens et dans son identité. Parce que déjà, par rapport à cette grève que environ 200 à 400 000 ouvriers ont orchestré le jour-là n'a pas été décrété immédiatement comme journée des travailleurs. Comme journée des travailleurs. Voilà. C'est à partir de 1889, de la deuxième internationale socialiste, ce congrès aura lieu à Paris, que les socialistes vont décider de faire du 1er mai une journée des travailleurs. Parce que le sang coulé. Oui. Et ils vont décider de faire du 1er mai une journée des travailleurs. Et je vous assure qu'à partir des années 1890-91, ils ont prévu manifester et revendiquer au fait à cette date. C'est-à-dire que quand on va parler du 1er mai, à partir de la deuxième internationale, c'est une journée de grève, c'est une journée de manifestation, c'est une journée de revendication. Le pourquoi les années 90-91 ont été aussi des célébrations du 1er mai sanglantes. Okay. Merci beaucoup, M. Kossi Afandina. M. Kossi Afandina, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons parler du Togo. Aujourd'hui, est-ce que le 1er mai, cette grève qui a eu lieu à Chicago, en Amérique, et ainsi de suite, est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs ou bien les ouvriers sont satisfaits toujours dans leurs conditions de vie actuelles, selon vous? Quand nous voulons parler de satisfaction de l'être humain, les économistes disent toujours que les moyens sont toujours limités. Les moyens sont toujours limités. Oui. Les besoins abondent. Non, plutôt les besoins sont illimités, mais les moyens pour satisfaire à ces besoins sont toujours limités. Oui. Donc, est-ce que le Togolais, l'ouvrier togolais est satisfait au travail? Oui. En fait, il y a une base. Aujourd'hui, le travail, la gestion du travail, les ressources humaines du travail, tout ça là, nous avons évolué dans le temps. Si aujourd'hui on parle de management du travail, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de systèmes qui ont fait leur apparition, à tel point où on prend en compte les motivations du travailleur. On prend en compte, et au Togo, nous avons tous ces catégories de travailleurs, on prend en compte les demandes du travailleur. On analyse qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aussi aux moyens disponibles de l'entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Donc, totalement, je peux dire que l'homme ou bien le travailleur ne sera pas satisfait à 100%, mais il va trouver un degré de satisfaction par rapport à ce qu'on lui donne dans son travail. Oui. Mais quand même, les efforts sont en train de se faire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on nous a donné la latitude, ou bien on a donné la latitude aux travailleurs de faire la grève. On a donné la latitude aux travailleurs par rapport aux accidents de travail, par rapport à l'assurance. Il y a beaucoup d'acquis dans le temps. Oui, on a eu beaucoup d'acquis. Les conditions de travail, que des conditions de vie ont été améliorées pour le travailleur. Aujourd'hui, on parle de SMIC. Maintenant, c'est le respect scrupuleux à tous ces principes, à tous ces acquis qui peut un peu causer problème. Le niveau de vie aussi faisant chemin avec les conditions de vie, c'est un peu difficile, mais quand même des efforts se font toujours. Merci beaucoup. Quand même, des efforts se font toujours. Que le bon Dieu nous bénisse tous. Nous passons ici pour souhaiter une bonne fête des travailleurs à son éminence, Monsieur Faure Essozina Gnassingbé, le président de la République togolaise, et à tout le corps ministériel. Que le bon Dieu vous bénisse, le gouvernement tout entier. Soyez bénis. Et toujours, nous interpellons toujours le ministre du Travail au Togo de faire toujours ses efforts pour que les choses s'améliorent de plus en plus, étant donné que l'homme n'est jamais satisfait, voilà, à 100%. Mais, Monsieur Kossi Afandina, nous allons pencher notre émission vers l'aide domestique. Aujourd'hui, est-ce que le SMIC togolais est respecté par ses employés? Par rapport aux travailleurs domestiques. Voilà. Oui, c'est une bonne idée, mais je pense que toutes les couches togolaises, il y a des associations qui luttent pour le droit de ces travailleurs domestiques.
il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent dans le sens de ces travailleurs domestiques. La majorité aujourd'hui de ceux qui sont bâclés, de ceux qui sont moins considérés dans ce travail, ou bien dans ce secteur, sont plus des gens qui ne se confient pas à ces organisations d'orientation. Ils y vont eux-mêmes parce que tel cherche un travailleur domestique, elle y va. On lui dit, oui, on va te payer telle somme. Elle dit qu'elle est d'accord, des fois même sans contrat, sans rien. C'est dans ces conditions qu'on ne peut pas dire que totalement le SMIC est respecté chez eux. Mais il y en a chez qui le SMIC est respecté. Et il y a d'autres toujours dans le système qui n'ont pas vraiment le SMIC. Donc, ça dépend de la manière dont ton recrutement a été effectué. Sinon, nous sommes conscients qu'il y a des ONG qui travaillent sur le terrain pour que le SMIC soit respecté à leur niveau. Merci beaucoup, M. Kossiavana. Vous avez bel et bien placé les mots. Vous avez dit que vous êtes conscient que les ONG travaillent. Est-ce qu'aujourd'hui, le corps des syndicats aujourd'hui, est-ce que le syndicat évolue sur le sol togolais? Le syndicalisme évolue quand même partout, d'ailleurs dans le monde aujourd'hui. Et le Togo ne va pas faire exception. Le syndicalisme évolue. Mais est-ce que les objectifs des syndicats, ce sont des objectifs réalisables, ce sont des objectifs justes? C'est là où la question se pose. Leurs actions à mener, c'est le moyen d'action. Est-ce que ils ont des moyens d'action efficaces pour atteindre les objectifs là fixés? C'est ça le problème. Le syndicalisme là, si on veut voir le Togo aujourd'hui, on a tellement de syndicats même que chaque secteur avait son syndicat aujourd'hui. Et les regroupements de syndicats aussi sont là. Mais maintenant, quelle action mener? Quel objectif chasser? C'est ça le problème. Des fois, ce sont des syndicats morts-nés. Non, on ne peut pas dire qu'un syndicat est mort-né. Chaque syndicat a des objectifs. C'est le problème d'objectifs. Et le problème des textes. Quand une association naît en tant que syndicat, oui, les tests prévoient quoi par rapport à leurs actions? Quels sont leurs objectifs? Si je dis aujourd'hui, je crée un syndicat, et notre syndicat, l'objectif de notre syndicat, c'est de fêter. Mais c'est un syndicat. Parce que l'identité acteur, ou bien l'identité travailleur, oui, ou bien, oui, je prends seulement comme exemple comme ça. Exemple d'identité, oui, nous sommes des journalistes. oui. C'est un exemple, je vous en prie. Oui, oui. Notre objectif, c'est de fêter dans notre regroupement. Ça peut constituer un syndicat. Mais selon les tests, nous ne pouvons que respecter ça. Donc c'est un peu ça. On ne peut pas dire qu'il y a un syndicat mort. Mais non, tant qu'ils sont syndicats, ça voudrait dire qu'ils ont des objectifs à atteindre. Ils ont des moyens d'action. Donc, à chacun de faire son évaluation à la fin de ses actions. Merci beaucoup, M. Kossiavana. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, parce que, selon vous, est-ce que les apprentis menuisiers, maçons, ferrailleurs, les tresseuses, les coiffeuses, les couturières, est-ce que leurs diplômes sont valables de nos jours? Si je parle de valable, je voulais dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'État reconnaît ces certificats ou bien attestations? Parce que nous avions appris, il y a un maçon qui était venu chez nous, un apprenti maçon. Bon, il a terminé ses formations. Son patron lui a donné une attestation, mais l'attestation n'est pas valable d'aller chercher un boulot dans le secteur des petites entreprises ou des moyennes entreprises, des grandes entreprises comme ça. Par exemple, Boma. Je vous comprends très bien. Je sais très bien de quoi vous parlez aussi. Au fait, nous sommes en train d'évoluer dans le système d'éducation professionnelle au Togo. Est-ce que l'attestation que lui a donnée son patron est-elle efficace? C'est la première des questions. Pour retrouver un emploi aujourd'hui. Peut-être que le patron aussi n'est pas dans un syndicat. Je vous comprends. Voilà. C'est là où je veux arriver aujourd'hui. Oui. C'est pour vous dire seulement que un enfant qui vient signer son contrat, déjà dans le contrat, il est prévu qu'à la fin de la formation, il a une attestation.
Mais aujourd'hui, l'État a instauré les examens professionnels. Et à la base, au BABA, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a le CFA auquel se présente l'apprenti à la fin de sa formation. Et à la fin de cet examen, on lui délivre le CFA qui fait foi au niveau public. Si par exemple cet apprenti n'a pas le niveau éducatif. Je reviens. J'ai déjà été dans le système de gestion du CFA un certain nombre de fois. Quand nous allons au CFA, on ne va pas pour faire du français, on ne va pas pour évaluer le niveau d'études de l'apprenant. Oui, on le dit toujours, il faut au moins avoir le CPD avant de se lancer dans l'apprentissage. Et c'est important, c'est par rapport à l'âge. Parce que déjà, un enfant ne peut pas avoir 8 ans, on va l'envoyer en apprentissage. Il va falloir qu'il fasse un chemin. Et ça, la réglementation ne le permet pas encore selon ce que je comprends. Oui. Donc, il va falloir que l'enfant apprenne. Il va falloir qu'il aille au moins à l'école pour avoir minimum le CPD. Nous avions vu des petits et aujourd'hui, c'est un échappatoire. Et autrement dit, le temps là, dans même l'examen de CFA, n'est pas trop centré sur l'histoire de langue, de niveau, en tout cas par rapport à mes expériences vécues. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école ont reçu le CFA. Le CFA. Et nous avons eu la chance d'être présents du jury pour le CFA entre-temps. Donc je vous dis que ce n'est pas le niveau qui complique. C'est un manque de volonté ou bien une ignorance des patrons d'inscrire ses enfants à l'examen du CFA. Est-ce une ignorance ou bien une avarisme? Non, ça je ne peux pas donner des précisions, mais moi je le catégorise jusqu'alors une ignorance, parce que ceux qui ne sont pas dans les syndicats ne maîtrisent pas vraiment les rouages de présenter un apprenti au CFA. Ils ne comprennent pas trop vraiment comment ça avance et ils ne savent pas que le CFA aujourd'hui constitue une base pour l'apprenant. Même c'est possible que dans le temps, le monsieur là qui a son CFA puisse évoluer, faire peut-être le BT, après vouloir faire le BT. Ça dépend de son niveau et de ses capacités. Donc s'il veut continuer dans ce système, il peut aller même jusqu'à avoir le niveau BTS. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je comprends. C'est le pourquoi tous les patrons doivent savoir aujourd'hui que l'ancien système est passé. Nous sommes dans un nouveau système. Nous devons prendre nos responsabilités, chacun à son niveau, pour que chaque apprenti, à la fin de sa formation, du moins si, aujourd'hui je sais qu'il y a des secteurs qui n'ont pas encore le CFA, mais dans le temps, ce sera complet. Non, ça va venir. Donc, pour que chacun puisse avoir le CFA dans son système et voir, si possible, évoluer dans les diplômes. Ok. Merci beaucoup, M. Kossi Afadina. Chers téléspectateurs, vous suivez actuellement l'émission Entretien et dans notre entretien, nous recevons aujourd'hui 1er mai 2023 pour vous, le sociologue M. Kossi Afandina. Il est en train de nous expliquer la naissance de la date du 1er mai et les secteurs privés, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises, ces petits enfants, ces petits apprentis, ces apprenants, l'efficacité de leur diplôme. Voilà. Monsieur Kossi Afandina, je vais directement aussi pour vous poser une question surprenante. Est-ce qu'aujourd'hui, un patron qui n'a pas le CFA et qui fait des contrats seulement à ses apprentis dans son propre atelier, est-ce qu'il sera poursuivi par la loi? Non, en fait, le monde des métiers, je salue de passage la chambre des métiers, le monde des métiers évolue toujours comme aux États-Unis, je peux dire. Tu as la compétence, tu peux aller exercer. On ne t'empêche pas d'aller exercer, surtout quand il s'agit des particuliers. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de contraintes. Mais dans le temps, un patron qui n'a pas le CFA, tout d'abord aujourd'hui, j'ose croire qu'aujourd'hui, les patrons qui n'ont pas le CFA ne peuvent plus être présentés pour corriger le CFA. Donc déjà, partant de là, tout d'abord, c'est une manière de contraindre les patrons à avoir le CFA. Et autrement dit, c'est dire que dans le futur, un patron qui n'a pas le CFA ne peut pas encadrer. C'est comme un enseignant qui n'a pas le diplôme,
mais veut encadrer des enfants, des apprenants dans ce diplôme. Impossible. Tu n'as pas le CPD. Comment tu vas encadrer des enfants pour avoir le CPD? Voilà des questions qui se posent. Donc, la régulation, l'autorité de régulation se penche sur ces points-là en collaboration avec les chambres de métier, les responsables des chambres de métier, pour trouver, on a toujours trouvé un palliatif, hein, parce que du début des CFA, on a eu des patrons qui n'ont pas le CFA eux-mêmes, mais ils ont accompagné leurs enfants. Mais je sais que jusqu'à ce jour, on est en train de les réguler parce qu'il y a un temps, je n'ai plus assisté au CFA. On est en train de réguler et dans le futur, vous n'avez pas le CFA, vous ne pouvez plus encadrer des apprenants. Il va falloir qu'on s'intériorise cela et qu'on prenne des dispositions à partir de maintenant. Merci. Okay. Merci beaucoup, M. Kossi Afadina. M. Kossi Afadina, j'irai directement aussi dans le cadre toujours des ouvriers, des particuliers. Aujourd'hui, vous signez un contrat, vous signez un devis et avec un patron et en cours de chemin, peut-être que tu es accidenté, tu as eu un accident et tu n'as pas pu terminer le travail à ce monsieur, à ton client quoi. Alors est-ce que ton client, derrière toi, sans ton avis, peut recruter un autre patron pour achever son travail? Pour achever son travail. Chaque métier a sa morale et sa déontologie. L'éthique, la morale, la déontologie de chaque métier. Et j'ose croire, aux examens professionnels, surtout pour les CFA et pour les particuliers d'habitude, il y a la législation, c'est un peu d'éthique que l'autorité a mise en place pour accompagner ses apprenants. Vous êtes en contrat avec un patron. Il y a eu un incident, ou bien vous n'êtes plus en mesure de continuer. Quelle discussion, quel dialogue vous avez fait avec votre patron pour trouver une issue à cette situation? C'est à toi, le patron, de proposer au patron, à celui qui t'a recruté, à l'employeur, que tu as tel problème, comment on peut gérer cette situation? Et là, vous allez trouver une entente pour s'en sortir. Là, ça dépendra de votre dialogue, de vos négociations. Je sais pas si parce que le patron qui a eu l'emploi, lui-même peut décider d'appeler, de faire venir ses collègues pour aider à ce que le travail puisse passer. Il n'a pas l'obligation d'achever forcément le travail lui-même. Donc, il peut se faire aider. En tout cas, dans le monde du travail, c'est ce que nous constatons. Mais dans la mesure où il néglige carrément le travail, le patron, en cas de force majeure, va trouver une solution à son niveau. Et ce serait peut-être d'aller appeler un autre particulier. Là, ce ne serait pas dire que le patron n'a pas respecté les engagements. Tout d'abord, c'est celui qui a reçu le travail qui n'a pas respecté les engagements. Et le patron se voit dans l'obligation de trouver une sortie. Ça peut, dans le droit du travail même, la négligence du travail jusqu'à un moment donné, on peut le catégoriser comme faute lourde. Donc, on peut vous retirer le travail. Merci beaucoup, M. Kossi Afadina. Monsieur Kossi Afadina, nous voulons savoir si aujourd'hui vous travaillez chez un patron et il advient que vous avez eu un accident de travail sans que dans votre contrat, vous ne l'avez pas notifié que s'il y a accident de travail, il y aura ci, il y aura ça. Est-ce que le patron est dans l'obligation de subvenir à ses besoins? C'est une question compliquée là. Accident de travail. Oui. Au fait, il y a le contrat. Dans la régulation du travail, il y a le contrat, il y a les conventions professionnelles du travail. Et il y a encore d'autres tests. Le code du travail est là. Donc, tous ces tests-là viennent en appui en cas de litige dans une entreprise. Il y a les inspections du travail aussi qui sont là. Tout ça là, c'est pour réguler le fonctionnement du travail sur la place de travail. Donc, les cas d'accident de travail, les contrats n'en parlent pas vraiment. Vous signez un contrat, le contrat ne va pas parler d'accident de travail. Mais vous travaillez dans une entreprise. Quand il y a accident de travail, l'entreprise est habilitée à toujours intervenir, à toujours vous assister, à ne pas vous licencier à cause de ça. Et même, dans le droit du travail, à vous verser quand même les salaires jusqu'à un moment donné du moins et à vous soutenir. Selon les tests dont je me souviens un tout petit peu, il y a toujours cette assistance. À moins qu'il y a des couacs
dans cette histoire d'accident de travail, Oui. parce qu'il doit avoir un rapport. Un rapport, exactement. Oui, il doit avoir un rapport, un constat Oui. que vraiment c'est un accident de travail, ou bien sur le lieu de travail, tout ça là, quoi. Okay. Si les conditions sont réunies, l'entreprise va vous accompagner toujours, et forcément, je crois bien. Prenons par exemple que ce n'est pas une entreprise. Oui. Il y a un patron qui vous a recruté de venir travailler, de venir faire de la maçonnerie, venir construire sa maison, quoi. Oui. Oui, et maintenant vous avez signé les devis, patati patata, et en cours de route, il advient que tu es tombé. Oui. Est-ce que le patron va intervenir gentiment ou bien c'est ça, quoi, je voulais dire. Monsieur Corneille, Oui. sur ce point précis, Oui. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'ouvriers, bon nombre de particuliers Oui. souffrent Oui. de ce genre de choses. Et souvent, ils voient toujours le bon côté. Oui. C'est-à-dire que je vais travailler sans accident. Oui. Ils ne prévoient pas l'accident. Et ils font leurs devis textuels. Et des fois, si tu fais les devis à ces patrons, tu leur dis, ah, il y a tout dedans, j'ai tout mêlé. Le patron va te dire, mais, et s'il a dit que tu n'as pas eu, il n'y a pas eu d'accident, tu vas me rembourser les frais d'accident, il faut que tu me détailles ces genres de choses-là. Est-ce que tous ces Monsieur Corneille, oui. vous ne pouvez pas m'amener un devis Oui. et prévoir les possibilités d'accident dans votre devis, et moi je vais financer ce devis. En tout cas, personnellement. Ça n'engage que moi. Oui. Moi, vous allez me faire un devis et m'insérer qu'en cas d'accident, vous aurez besoin de telle somme. Comment vous pouvez évaluer la somme là? Donc, moi, je ne peux même pas. On va tracer dedans, je vais tracer dedans, peut-être même je vais chercher une autre personne pour faire le travail. Ça, je vais être clair avec vous dessus. Oui. L'autre aspect de la chose, au fait, la bonne manière de faire la chose, Oui. c'est l'assurance. L'assurance. Oui. C'est un travail à risque. Vous savez déjà qu'il y a un risque dans l'exercice de cette tâche. Oui. Donc le mieux, c'est de vous assurer avant de vous lancer dans ce travail. Donc, en cas de risque, en cas d'accident, Oui. l'assurance va prendre en charge les frais. Oui. Ou bien à une hauteur donnée, quoi. Donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends bien. Mais si on néglige cet aspect d'assurance, et on vient pour un travail à risque, et le risque arrive, là, il va falloir évaluer les conditions pour déterminer les responsabilités. Mais ce serait compliqué qu'on demande à l'employeur de financer ou bien de couvrir vos frais d'accident dans ce cas donné. Et je ne maîtrise pas les tests par rapport à ça, parce que là, ce serait à des juristes vraiment de couvrir tout. Mais quand même vous dire que c'est à l'employeur de couvrir ces dettes, ou bien vous devez l'inclure dans les devis. Ce serait un peu difficile, mais je crois que ce serait le travail. C'est le pourquoi, avant le début de tout travail, dans ce sens, il va falloir que l'assurance intervienne. Ok. Merci beaucoup, monsieur Kossi Afandina. Et encore une fois, nous vous remercions. Et lentement et sûrement, nous tournons vers la fin de notre émission. Monsieur Kossi Afandina, est-ce que vous avez un mot à placer sur ce que nous venons de dire, la célébration du 1er mai, sa jeunesse et de nos jours? Merci à vous. Merci. Je peux revenir sur certains points par rapport au 1er mai toujours. Sans souci. Parce que cette fête, si je prends l'exemple de la France, est devenue une journée fériée, chômée avec l'avènement de Pétain dans le régime de Vichy. Et là aussi, ça a eu des racines politiques pour que les travailleurs puissent soutenir le régime, voilà, pour sortir de la guerre. Voilà. Donc à partir de 1947, l'idée de fête là est arrivée un peu dans le système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le 1er mai est devenu plus une fête qu'une journée de revendication. Voilà. Donc c'est aussi le bon sens qui le veut ainsi, ça on ne peut rien contre. Mais il va falloir qu'on ne perde pas aussi l'aspect de l'amélioration des conditions des travailleurs. Et aussi, allant un peu en profondeur de cette fête, je peux dire qu'au Togo aujourd'hui, le 1er mai est la fête qui regroupe plus de personnes, plus de catégories de personnes, c'est dans le 1er mai on reconnaît plus l'identité des gens aujourd'hui. Donc que cette fête soit une manifestation du bon vivre, de sociabilité et non de dépravation et de comportement
inadéquat dans la société. Sinon, c'est à peu près ce que je peux ajouter. Le travail libère l'homme. Et dans la manifestation de la fête du travail, faisons l'effort d'éviter les dégâts. Merci. Faisons l'effort d'éviter les dégâts. Merci à vous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Travaillez sans relâche. Travaillez, mes fils. C'est le fond qui manque le moins. Voilà. Le laboureur et ses enfants, Jean de La Fontaine. Que tout ce que nous venons de dire ici soit un exemple, sert quelqu'un partout où il est actuellement ou bien partout où vous êtes actuellement. Bonne fête des travailleurs à toutes et à tous. Nous venons de clôturer cette émission en bonne et due forme. Nous remercions bien le Seigneur. Nous remercions aussi notre invité, le sociologue M. Kossi Afandina. M. Kossi Afandina, merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Kossi. Et bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci. Ciao, ciao. On y va tous, on se lève cette fois-ci. Le ciel et la terre, le firmament ne pourront contenir